Bonjour tout le monde. Je voudrais juste préciser, avant de commencer, que je ne suis nullement un spécialiste des flux financiers illicites. Je suis beaucoup plus un responsable et en charge des flux financiers tout court. Voilà. Cela étant dit, je commencerai bien volontiers. Alors, je me présente. Je suis responsable de la Banque de financement et d'investissement de la 4e banque marocaine, qui est le Crédit Agricole. Et donc, par ce positionnement, c'est une banque qui est très engagée en matière de développement tout court, en matière de développement rural et économique et en matière de développement durable. Et donc, c'est à cet effet que nous nous sommes penchés depuis un certain moment sur la définition de ce que peut être les sorties de tous les maux que connaît l'économie africaine. Je rappelle d'abord que les flux financiers illicites, c'est un fléau mondial. L'Afrique n'est ni plus ni moins engagée que les autres continents. Et que de ce fait-là, je souhaiterais rappeler que les derniers chiffres relatent un montant de 50 milliards de dollars annuellement de flux financiers illicites. En d'autres termes, de flux financiers qui quittent l'Afrique ou de flux financiers qui sont cachés et qui ne participent pas de ce fait au développement que doit connaître un continent aussi riche que l'Afrique. Voilà. Donc 50 milliards de dollars, pour vous donner des idées, c'est en fait 34 000 kilomètres d'autoroute. Donc c'est de quoi faire 4 fois le tour du continent en matière d'infrastructures routières. Donc c'est juste vous positionner que représentent les 50 milliards de dollars annuels. Voilà. C'est 14 TGV, lignes de TGV de 650 km. C'est de quoi relier Johannesburg à Casablanca. Donc c'est 50 000 écoles. Et vous avez dû, lors des différentes interventions, vous rendre compte du défi que représente l'éducation dans un continent comme l'Afrique. C'est 5 000 universités. Donc nous sommes dans l'enceinte d'une école supérieure. Et donc vous mesurez l'impact et l'utilité en matière d'enseignement, en matière de création d'élites, d'écoles, de grandes écoles et d'universités, surtout dans un continent comme l'Afrique. C'est 5 000 hôpitaux, centres hôpital de proximité. Et c'est 500 CHU, centres hospitaliers universitaires. C'est 500 centrales électriques qui peuvent générer de l'énergie pour 1,2 milliard d'habitants, sachant qu'en Afrique aujourd'hui, on parle d'un chiffre d'1 milliard d'habitants à l'horizon 2016. Et c'est pour la relier à des actions générées par des gouvernements qui luttent depuis un certain nombre d'années. C'est en fait un demi-siècle de lutte contre la désertification. Donc c'est le coût supporté pendant un demi-siècle de lutte contre la désertification. Et c'est 25 ans d'importation de céréales, de riz et de maïs. Voilà. Donc les 50 milliards, maintenant qu'on les a positionnés dans une échelle de besoins, on pourrait en parler beaucoup plus profondément en disant que d'abord, c'est des flux financiers qui se nourrissent des flux financiers réguliers. Voilà. Donc c'est dans le monde, quotidiennement, vous allez devoir vous y affronter une fois dans la vie active. Le monde connaît le transfert quotidien, l'échange de main en main entre institutions et entre également particuliers d'une somme de 15 billions de dollars. C'est 15 000 milliards de dollars quotidiennement qui sont représentés sur les différents marchés. Donc les différents marchés, on commencera déjà par les marchés de commerce international, donc l'ensemble des échanges de matières premières que connaît le monde, l'ensemble des échanges de capitaux, l'ensemble des opérations de hedging, l'ensemble des opérations de change, l'ensemble des opérations qui sont négociées sur les bourses de titres, d'obligations, qu'elles concernent la dette privée ou la dette publique, l'ensemble des montants qui sont échangés entre les pays dans le cadre des échanges de minerais et de denrées rares, etc. Et donc, à travers ces flux-là, il y a des circuits parallèles qui font que le continent africain reçoit, déjà en termes de statistiques, sur les flux annuels, le continent africain représente 14% du commerce mondial. Donc 14% du commerce mondial,
c'est des sommes assez importantes. Mais c'est des sommes qui, hélas, représentent aujourd'hui les secteurs essentiellement primaires. Donc on n'est pas encore dans une phase d'industrialisation, on n'est pas encore dans une phase de développement des économies de services et des économies numériques. Et donc nous sommes toujours dans le cadre d'économie primaire. Et donc l'Afrique, sur ces volets-là, représente 14% des échanges mondiaux. Et donc c'est des échanges mondiaux qui connaissent, vous le devinez bien sûr, un certain nombre d'abus. Donc c'est des abus qui concernent un certain nombre de fléaux mondiaux dont l'Afrique détient malheureusement sa part. Donc ça commence déjà par toute la partie des commandes d'États africains dans lesquelles il y a des avions, il y a des bateaux, il y a de l'armement, etc. Et par un phénomène de rétrocommission, ça représente des sommes colossales, des sommes vraiment colossales. Donc ça concerne également les matières premières. Donc l'Afrique, c'est un continent qui regorge je dirais, un sous-sol assez riche et un sous-sol qui permettrait, dans les prochaines années, moyennant des programmes économiques de développement, de hisser ce continent à la place qu'il mérite. Il y a également tous les phénomènes de surfacturation des importations. Donc, c'est des importateurs africains qui surfacturent leurs importations et qui permettent de ce fait-là de garder et de maintenir un flux de capitaux excédentaires à l'étranger et à l'extérieur de l'Afrique. Dans ce sillage, il y a également les sous-facturations des exportations. Donc on s'arrange avec des contreparties peu regardantes sur l'éthique et la déontologie, de sous-facturer des exportations pour que le flux qui intègre de manière légale les pays africains soit moins que ce qui est normalement dû. Ça concerne également toute l'économie de la contrebande. Donc, toute l'économie de la contrebande, j'y inclus de manière similaire la partie relative à la fausse monnaie, à la contrefaçon, qui représente aujourd'hui pratiquement sur un certain nombre de pays qui représentent 30% de l'économie interne. Notamment quand on parle du Nigeria, quand on parle de la contrebande de cigarettes, c'est, je dirais, un centre névralgique qui sert, en plus des pays voisins sur l'Afrique, il sert également les pays de l'Amérique latine. Donc c'est une plateforme de contrebande de cigarettes très importante. Et ce n'est pas le cas uniquement du Nigeria, c'est le cas d'un certain nombre d'autres pays. Donc il y a bien sûr l'argent qui est lié à tous les trafics d'êtres humains, donc l'immigration clandestine, mais également l'immigration légale. Donc il y a tout l'argent bien sûr de la corruption, tout l'argent de la fraude fiscale et tout l'argent des détournements des aides internationales. Voilà. Donc c'est tout ce sillage-là qui représente ce montant dont on a parlé et qui aujourd'hui transite de manière diversifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la diversification, avec la démultiplication des moyens de transfert d'argent, aujourd'hui, il y a un maillage, il y a véritablement une jungle amazonienne de possibilités de détourner de l'argent. Voilà. Donc, il y a bien sûr le transport numéro 1, ça reste du cash, parce qu'il n'y a pas plus facile, il n'y a pas plus c'est moins risqué de transporter du cash. Il y a également tout le trafic qui se fait par les métaux précieux. Nous connaissons l'apport du continent africain en matière de commerce de l'or, de commerce des pierres précieuses, etc. Et donc c'est également une source de transfert de cet argent, parce qu'il faut comprendre les mécanismes de sortie de ces devises, de ces montants, pour comprendre en fait l'impact et l'organisation de ces réseaux. Il y a bien sûr les œuvres d'art, ça reste également un moyen de sortie d'argent qui est très prisé, qui est, je dirais, le moins contrôlé, parce que la valeur d'un objet d'art, c'est déjà la détermination de la valeur d'un objet d'art, elle est assujettie en plus aux différents critères que les connaisseurs maîtrisent mieux que moi, mais il y a également cet aspect subjectif de la valeur d'une œuvre d'art. Donc c'est également un moyen assez utilisé.
à côté bien sûr de toute la partie liée au marché des titres et au marché des obligations. Malheureusement, il reste que sur un certain nombre de marchés, les dématérialisations n'ont pas encore abouti et permettent aujourd'hui d'avoir une utilisation de ces marchés-là, justement pour détourner de l'argent et pour liquifier des positions frauduleuses. Il y a bien sûr les échanges de capitaux. Ça, c'est un moyen qui est très, très répandu. C'est très simple. Le continent africain, c'est un continent d'immigration. Donc, il y a un certain nombre de ressortissants de pays africains qui sont un peu partout dans le monde. Donc, sur les Amériques, sur l'Europe, sur l'Asie, sur le Moyen-Orient. Et l'échange de positions cash est quelque chose de très répandu. Vous avez des concitoyens à qui on demande. Vous, par exemple, si je reprends le continent européen, sur par exemple un pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, donc on s'arrange pour que de l'autre côté, on vous laisse des euros ou des pounds, et de l'autre côté, vous récupérez des francs CFA ou autres. Voilà. Donc ça, c'est une manière d'éviter en fait le renforcement des positions extérieures des pays et de permettre la fuite de capitaux sans que cela ne transite par des mécanismes contrôlables, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est également un des moyens d'échange de positions. Et il y a bien sûr les banques qui restent sur les moins regardantes un canal historique de flux financiers. Il y a les sociétés qui pullulent de transfert de fonds, parce que depuis un certain moment, sur les 15 dernières années, on vit l'éclosion d'un marché d'importance énorme, tout ce qui est transfert rapide d'argent. Donc ça, c'est également un certain nombre de réseaux utilisent ces sociétés-là pour le blanchiment et pour également le passage de sommes d'argent assez conséquentes. Et puis, il y a les paradis fiscaux. Il reste qu'un certain nombre d'États très peu regardants qui offrent un certain nombre de facilités aux investisseurs, aux rentiers, aux détenteurs de positions excédentaires, etc. Ça leur offre également la possibilité d'avoir des comptes secrets, des comptes confidentiels, etc. Et cela permet également, je dirais, le développement et l'intérêt suscité sur un certain nombre de zones économiques qu'on pourra préciser lors des questions en débat. Donc cela représente, je dirais, une image de ce que peut être les flux financiers illicites en provenance d'Afrique. Cela représente également les différentes utilisations qu'on peut faire, mais c'est généralement des utilisations soit spéculatives, soit des utilisations, je dirais, d'épargne, de sécurité, parce que le continent africain, c'est un continent qui, malheureusement, souffre d'un certain nombre de maux. Et donc, cela génère une certaine prudence, une certaine crainte d'un certain nombre de responsables, d'agents économiques, etc., et qui préfèrent parfois se laisser des matelas de secours, c'est ainsi qu'ils pensent, ailleurs. Mais par contre, l'Afrique, avec ce que nous avons représenté, il faudrait le voir sous un prisme très positif. Parce que, vous savez, le développement économique ne se fait pas dans les États et dans les régions où il y a tout. Il se fait dans les régions où il n'y a rien. Voilà. Et donc l'Afrique aujourd'hui, c'est un continent qui offre des opportunités de croissance énormes. La Suisse n'a pas besoin d'un réseau de trains. La Suisse n'a pas besoin d'un réseau électrique, n'a pas besoin de centrales électriques, n'a pas besoin d'hôpitaux, etc. Par contre, un certain nombre d'États africains ont ces besoins-là et sont prêts à mettre le paquet, à investir dans ce type d'infrastructure. Et donc, c'est là où la croissance mondiale, pour ceux qui le veulent, représente le plus d'opportunités d'investissement et de rentabilité. Bien sûr, il y a des risques, comme partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase économique à fort risque. Il est inconcevable que l'investissement se fasse sans risque. D'ailleurs,
s'il y a un métier qui ne comporte pas de risque et qui présente de la rentabilité, j'aimerais bien qu'on me le dise, parce que ça fait longtemps qu'on cherche des opportunités d'investissement. Mais quand il y a du rendement, c'est qu'il y a du risque. Le rendement net présente bien sûr un taux de progression des actifs, mais également une prime de risque que les investisseurs prennent justement pour pouvoir avoir leur marge. Et donc en Afrique, il y a énormément de potentiel de développement concernés soit par l'infrastructure et les programmes régionaux de développement, mais également par une accélération nécessaire aujourd'hui du développement de ce continent qui peut être justement la fenêtre de tir des économies, ce qu'on appelle aujourd'hui les économies de raccourci. C'est toute la partie économie numérique, c'est la floraison des utilisations de nouvelles technologies. En Afrique, aujourd'hui, nous avons des réseaux de paiement par GSM. Nous avons par exemple, sur la banque que je représente, il y a aujourd'hui un développement qui est nécessaire que nous avons fait par des réseaux mobiles, des réseaux d'agences mobiles. Et donc, c'est aujourd'hui un certain nombre de raccourcis de développement qui permettent d'avoir des leviers pour que les régions se développent très rapidement et pour éviter des lourdeurs d'investissement et des lourdeurs administratives qui entraveraient le développement d'un certain nombre de régions, surtout enclavées, parce que le manque d'infrastructures suppose une lecture géographique, une lecture de nécessité de désenclavement d'un certain nombre de régions. Donc, ces flux financiers, aujourd'hui, il y a un certain nombre de programmes de lutte contre ces flux financiers. Je ne sais pas si j'ai dépassé les temps. Voilà. Donc, il y a un programme déjà qui a été élaboré par les Nations Unies. Un certain nombre de chartes de gouvernement et d'institutions ont été signées. Il y a un certain nombre de mécanismes de contrôle, notamment d'échanges, qui ont été institués dans un certain nombre de pays, qui vise à contrôler en fait l'ensemble des flux entrants et sortants des pays africains pour maîtriser, je dirais, la dépense nationale. C'est-à-dire que la dépense nationale doit être justifiée, surtout en matière d'import et surtout en matière de flux financiers sortants. Voilà. Donc il y a également des mécanismes qui ont été également élaborés par des banques centrales pour pouvoir à chaque fois mesurer les masses monétaires M1, M2, M3 dans chacun des pays pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et qu'il n'y a pas je dirais, de zone d'ombre qui permet à des capitaux d'être destinés à autre chose que ce pourquoi ils sont là. Il y a également un certain nombre de gouvernements qui ont pris un certain nombre de mesures, notamment pour le renforcement des contrôles aux frontières, pour le renforcement de la gestion, je dirais, dans le détail des balances de paiement pour éviter que des importations fantaisistes soient faites, pour éviter que les exportations soient sous-facturées. Donc il y a un regard permanent sur les prix des matières sur les marchés mondiaux pour que les facturations se fassent au juste prix. Mais cela nécessite un peu de temps, cela nécessite un peu de technologie, mais cela surtout nécessite une coopération de la part des pays qui reçoivent ces flux-là. Voilà. Et donc, ces flux-là, d'après les dernières statistiques, ça sent que c'est 50 milliards, d'après un certain nombre d'experts. C'est un chiffre qui remonte à la fin 2014. Et c'est un chiffre qui est précisé comme étant un minimum. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui est normalement plus grand que cela. Les flux sont destinés, je vous le dirai clairement, à 70% en Europe. Donc, c'est des flux qui viennent en Europe, 70%. Donc, c'est dans des banques suisses, dans des banques luxembourgeoises, en Andorre ou Liechtenstein, etc. Et donc, cela suppose qu'il y ait une coopération de la part de ces pays-là, justement pour éviter que ces flux ne trouvent refuge. Parce que aujourd'hui, la lutte, elle est engagée, mais ça se fait à armes inégales. Voilà. Donc, je suis dans le temps. Donc, voilà. Donc, je répondrai très volontiers aux questions par la suite. Merci. Bonjour. Je suis très content d'être aujourd'hui avec vous
à l'école de management de Grenoble. Pour parler d'Afrique, je voudrais citer une phrase de Napoléon. Quand on lui a posé la question, comment se fait-il qu'il y ait si peu de grands hommes d'État, il a dit parce qu'il y a un grand paradoxe pour avoir le pouvoir. Alors pour conquérir le pouvoir, il faut faire preuve de beaucoup de mesquinerie. Et pour l'exercer, il faut faire preuve de beaucoup de grandeur. Et autant de mesquinerie et autant de grandeur sont rarement réunis chez une seule personne. Et aujourd'hui, quand on voit le problème de l'Afrique, et on peut même parler des Afriques, c'est un problème d'abord de leadership et d'abord de dirigeants de ce continent. Alors aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, on passe entre l'optimisme extrême au pessimisme extrême. Et chaque parti a des faits pour étayer sa position. Alors si on prend l'Afrique aujourd'hui, c'est le taux de croissance qui peut aller jusqu'à 5% par an. C'est une classe moyenne qui se développe. La démocratie avance dans beaucoup de régions. Nous assistons à l'émergence d'une classe moyenne. Donc il y a des facteurs qui militent pour le développement de ce continent. En revanche, en même temps, les afro-pessimistes vous disent que les pays les moins avancés du monde se trouvent toujours en Afrique. L'indice de transparence classe systématiquement la majorité des pays africains parmi les plus corrompus au monde. Et quand on prend le classement du Doing Business, le premier pays africain à apparaître est 32e. Le deuxième, enfin le premier c'est les îles Maurice, le deuxième il est 62e et le troisième est 72e. Et sur les 10 derniers pays de ce classement, 8 sont africains. Donc c'est pour dire qu'à côté de tous les éléments positifs de ce continent, nous avons des éléments négatifs. Et aujourd'hui, pour un continent qui représente 16% de la population mondiale, il n'attire que 6% des investissements étrangers et représente un peu moins de 5% du commerce international. Aujourd'hui, la question qui peut légitimement être posée, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas au sein de ce continent? Alors, comme on a dit, donc, vous avez des fragilités qui sont d'un ordre économique. Il faut savoir que beaucoup de pays africains ont subi les fameux programmes d'ajustement structurel. Et donc, qui dit programme d'ajustement structurel dit doctrine ou consensus de Washington, c'est-à-dire des mesures extrêmement néolibérales, à coup de privatisation, d'ouverture des marchés, de libéralisation, de réduction des subventions et de dépenses sociales, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout de la chaîne, nous sommes retrouvés avec des pays où on a réparé le tableau de bord, mais on a cassé le moteur. Et le moteur, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est les infrastructures sociales. Et donc, ce sont ces leviers-là qui doivent permettre à l'Afrique d'émerger, mais sur lesquels on a coupé très sec. Et donc, du coup, nous nous retrouvons dans une situation où l'Afrique est aujourd'hui, sur la surface, présente des éléments conjoncturels intéressants, mais quand on plonge dans la structure, les leviers de croissance, que sont l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, les infrastructures de base, c'est un continent qui est extrêmement en retard. Et donc, un continent aussi en retard est le terrain propice à toutes les fragilités. Alors, parmi ces fragilités, il y a le développement des flux financiers illicites. Alors, nous allons analyser ce développement d'un angle très particulier. C'est le financement des groupes terroristes. Comment les flux financiers illicites contribuent au développement des flux financiers des groupes terroristes. Alors, il faut savoir que le terrorisme n'est pas un mouvement aléatoire. Il a une doctrine. Il a même un modèle économique. Et ce modèle économique part du principe qu'à une dépense faible, je dois causer le maximum de dégâts. Alors, quand on sait, par exemple, que les attentats du 11 septembre ont coûté moins de 500 000 $ à Al-Qaïda, et aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un coût à 3 trillions de dollars de guerre globale contre le terrorisme. Et certains chercheurs des plus sérieux attribuent 25% de l'augmentation de l'endettement américain à cette guerre contre le terrorisme. Donc, regardez, nous sommes dans des proportions extrêmement décalées. Entre une dépense de 500 000 $ pour démolir
les deux tours jumelles. Et ce qui s'est enclenché derrière, c'est toute une guerre qui est aujourd'hui en train de coûter à beaucoup de pays. Donc ça, cet effet papillon et domino, c'est le cœur même du terrorisme. C'est-à-dire qu'il faut que dans une population, on sème tellement la panique qu'on force le gouvernement à réagir par orgueil et surtout par précipitation, et donc l'amener dans une guerre d'attrition. Et c'est cette guerre d'attrition qui va ruiner celui qui est immensément plus puissant que nous et qu'on ne peut pas vaincre par une guerre traditionnelle. Et donc, on l'amène dans une guerre d'usure et une guerre d'attrition des ressources. Et aujourd'hui, quand on sait que Clinton a donné à Bush un budget excédentaire, et au bout de 8 ans de guerre contre le terrorisme, le déficit américain atteint des sommets presque inimaginables. C'est du jamais vu. Et beaucoup d'économistes sérieux disent que les États-Unis ne pourront jamais rembourser la dette qu'ils ont contractée pour faire face à ce déficit budgétaire. Donc, si on prend le phénomène, donc M. Fredin a parlé de 50 milliards de dollars par an, donc c'est un chiffre qui est vérifié. Alors, aujourd'hui, comment se structurent ces flux financiers illicites? Alors, vous savez que il n'y a pas de terrorisme sans financement. Et donc, le cœur même du terrorisme, c'est de trouver des moyens de se financer. Et pour se financer, il faut des flux financiers illicites. Et donc, la définition standard des flux financiers illicites sont des flux dont l'origine et la destination échappent à une entité de droit reconnu. C'est qu'on ne voit nulle part. Alors, si on prend la première source de financement, alors vous avez le trafic de cocaïne. Alors, il a été estimé en 2009 à 900 millions de dollars par an. Alors, et c'est ce qu'on appelle la fameuse autoroute numéro 10. Alors là, nous avons une carte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir convenablement. Voilà, ça nous donne à peu près les quantités de cocaïne et de trafic dans certains pays. Et comme on peut voir, là on raisonne en tonnes. C'est du 3 tonnes, c'est du 3 tonnes et demi, et ainsi de suite. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous avez des alliances qui se font entre les groupes terroristes et les marchands de cocaïne d'Amérique latine. Et les uns sécurisent la route en contrepartie du reversement d'une partie de la recette sur ce business. Alors, il faut savoir aussi que dans ces zones, nous avons des alliances entre les groupes terroristes et les chefs de tribus locaux. Par exemple, Mokhtar Belmokhtar s'est marié avec la fille d'un chef local et qui lui a permis de sécuriser toute la route de transfert de cocaïne. Alors, aujourd'hui, le schéma traditionnel, c'est que ce sont des cargaisons qui arrivent en golfe de Guinée, et qui sont acheminées par voie routière sous la protection de fonctionnaires vers les pays où ils vont être utilisés comme passage vers l'Europe. Et ça, ce commerce génère un argent considérable pour les groupes terroristes. Et notamment sur la partie qui va directement en Europe. Alors, vous avez le deuxième moyen de financement qui est central pour ces pays, c'est la prise d'otages. Alors, il y a quelques chiffres qui attestent de l'ampleur du phénomène. Alors, entre 1970 et 1999, il y avait 4 prises d'otages, 4 grandes prises d'otages, avec un nombre de 1100 victimes. 1100 otages. Le nombre de prises était de 4.
Et ça, c'est pendant 29 ans. Entre 2000 et 2012, c'est en 12 ans, nous sommes passés à 6 prises d'otages, donc c'est une multiplication par 1,5, et une multiplication par 3 du nombre d'otages pris. On est passé à 3500 otages. Et même dans le mode opératoire, on a assisté à un changement. Avant, qu'est-ce qu'on ciblait? On ciblait les zones extrêmement sécurisées, où il y avait des représentations diplomatiques, des palais de justice, des sièges, enfin des résidences d'ambassadeurs, et l'objectif c'était de chercher des prises de valeur. Un ambassadeur, un consul, et donc c'était sur ça que jouaient les preneurs d'otages. À partir de 2000, nous avons observé un changement dans le mode opératoire. Désormais, on part vers des cibles faciles, c'est-à-dire des endroits ouverts, du commerce, des grandes surfaces, et on cible, et je précise bien mes mots, l'hypermédiatisation du phénomène. On a troqué la valeur financière à la valeur image. Et vu que nous vivons dans une société hypermédiatisée, où on consomme de l'information en continu à l'instant, les groupes terroristes et criminels se sont adaptés au mode ambiant. Et donc, on ne cherche plus la prise d'otage qui va concerner une petite minorité et dont l'impact médiatique est faible. Non, au contraire, on va chercher à marquer les esprits. Et là, malheureusement, les médias jouent le jeu des terroristes quand elles matraquent matin, midi et soir et grandissent la menace. Et c'est justement l'objectif du groupe terroriste, c'est de montrer à l'opinion publique qu'il est plus important qu'il n'est réellement. Et donc, la prise d'otage a connu un changement radical dans le mode de fonctionnement. Et donc là, ce que nous cherchons l'hypermédiatisation et surtout la diffusion d'un sentiment d'insécurité au sein des populations. Et par le même moyen à humilier les gouvernements des pays qu'on cible. Parce qu'on va les amener à négocier, soit directement, soit par voie interposée. Donc ça, c'est le deuxième grand mode de financement, la prise d'otage. Alors, vous avez aussi d'autres modes qui sont plus, on va dire, mineurs. C'est la petite délinquance, qui sert aussi de moyen de financement pour les groupes terroristes, le braquage d'une banque dans une région, le petit commerce de stupéfiants mais à petite échelle, et ainsi de suite. Alors vous avez aussi, et ça c'est ça ce qui est dramatique, c'est que vous avez aussi des financements en provenance d'États, sous différents couverts. Et on a vu récemment dans un rapport canadien que la liste des pays qui soutenaient l'État islamique est comme par hasard la liste des pays qui le combattent. Donc il faut qu'on trouve une explication à ce paradoxe, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout le monde joue avec tout le monde contre tout le monde. Et on ne sait pas qui tire le bout de la ficelle. Donc ce financement d'origine étatique, il peut soit être direct, soit sous forme de facilitation logistique de toutes sortes. Quand vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans une frontière, vous facilitez considérablement le développement de ces groupes. Quand on sait que le Daesh est apparu en moins de 2 mois, c'est-à-dire qu'en 2004, en septembre, enfin, en juin 2014, à part les spécialistes, personne ne connaissait Daesh. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui a une portée planétaire. Parce que nous sommes partis toujours à partir de ces flux financiers dans une autre dimension. On est passé de la dimension Al-Qaïda, qui est une nébuleuse, mais qui n'a pas de noyau central en termes géographiques, à un État. Là, on parle d'un État. Un État qui occupe le tiers de l'Irak et 50% de la Syrie, avec toutes les ressources d'un État.
en termes d'impôts, en termes d'extraction de matières premières, en termes d'imposition de produits alimentaires. Et donc, nous sommes dans une autre dimension du terrorisme, où on est passé de la logique de groupe à la logique d'État. Alors, dernier point, et là, ça montre la limite de la lutte contre ce fléau, c'est qu'on n'a pas réussi aujourd'hui à assécher les sources de ce financement. Quand on sait qu'en 2001, Al-Qaïda, c'était les grottes de Tora Bora en Afghanistan. Aujourd'hui, Al-Qaïda a enfanté un monstre qui est encore plus radical que la maison mère et qui est présent aujourd'hui dans plus de 25 pays. Si une entreprise avait ouvert en 2001 et qu'aujourd'hui elle est présente en plus de 25 pays, on va dire dans une école de management que c'est une entreprise qui a réussi. Or, aujourd'hui, malgré tout ce qui a été dépensé comme argent dans la lutte contre le terrorisme, au lieu que nous soyons aujourd'hui, 14 ans, 15 ans après, dans une situation où on n'entend plus parler d'Al-Qaïda, non, aujourd'hui, avec tout l'argent qui a été dépensé, je rappelle, c'est 3 milliards de dollars pour les États-Unis et 25% d'accroissement de la dette, on se retrouve aujourd'hui avec un réseau qui est présent dans 25 pays. Et c'est notre représentation de ce qu'est cette nébuleuse idéologiquement et comment elle se finance qui nous a amenés aujourd'hui à ce que nous sommes, et à la situation dans laquelle on est, à savoir un groupe qui se développe de jour en jour et qui commence à frapper au cœur de pays qu'on pensait complètement immunisés. Et donc, ça m'amène à la conclusion de ce que disait Napoléon, c'est-à-dire que nous avions très peu de chefs d'État, de leaders, qui étaient capables de mesurer l'ampleur du phénomène et de le combattre d'une manière équilibrée entre le militaire, le culturel, l'aide au développement, le soutien aux pays fragilisés, et ne pas systématiquement privilégier la solution militaire comme moyen premier et dernier de lutter contre ces groupes. Je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question pour M. Mohamed Fakredine et une question pour M. Nabil Adel. Alors pour M. Nabil, j'aimerais savoir s'il y a des cellules de lutte qui sont implantées en France ou en Europe contre le financement du terrorisme de l'État islamique au niveau purement africain. Et pour M. Mohamed, j'aimerais savoir s'il y a des cellules de lutte contre le blanchissement d'argent, le noircissement et le financement du terrorisme au sein de votre banque, soit au Maroc pour les flux marocains, soit si c'est basé à Paris. Et si c'est basé à Paris, est-ce que c'est pour le Maroc ou pour toute l'Afrique? Merci. Alors, depuis les années 90, donc il y a eu un certain nombre de mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent, de manière générale dans le monde, parce que bon, c'est des mécanismes qui sont mondialisés. Parce qu'aujourd'hui, le monde commerce par le biais de la mer, par le biais de l'air, mais sur le transfert des fonds, il y a un seul outil qui est utilisé par toutes les banques au monde. C'est un outil qui s'appelle le SWIFT. Donc, c'est le Society for Worldwide Interbank Financial Transfers. Et donc, c'est un outil qui est aujourd'hui centralisé. Donc, dans le début des années 70, c'était une idée belge. Et c'est une société qui aujourd'hui détient le monopole des transferts financiers dans le monde. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que c'est dans ce mécanisme de paiement qu'est installé les filtres. Donc, il y a un certain nombre de filtres. Ça avait commencé par les fameux GAFI, liste OFAC, etc. Donc c'était à un certain moment
orientée contre un certain nombre d'États. Donc, je rappelle qu'il y avait des embargos sur le Cuba, sur l'Irak, sur la Corée du Nord, sur l'Iran, tout récemment sur la Syrie, etc. Et puis, c'est des mécanismes par la suite qui ont été étendus à des personnes. Donc, il y a des listes d'interdiction de transactions bancaires nominatives. Donc, il y a un certain nombre de personnes. Donc, à chaque fois qu'une personne est répertoriée comme terroriste ou facilitant le terrorisme ou facilitant je dirais le commerce d'armes, le commerce de drogue, etc. Donc, il est répertorié sur des listes. Il y a des listes internationales, il y a des listes régionales, il y a des listes également nationales. Et donc, toutes ces listes parviennent à l'organisme central de diffusion qui existe dans chaque pays. Donc, je crois qu'au niveau de la France, c'est la TRACFIN. Au niveau du Maroc également. Et par hasard, ça s'appelle la TRACFIN également. Donc, c'est des organismes qui diffusent un certain nombre de listes, qui les mettent à jour. Et donc, les banques sont obligées par ces organismes, que ce soit ces organismes, que ce soit également les organismes internationaux. Parce que vous le savez, la monnaie est souveraine. Donc, les dollars ne sont échangés qu'aux États-Unis. Le pound n'est échangeable qu'à Londres et l'euro dans les différents pays de la zone euro. C'est-à-dire que si moi, au Maroc, je veux envoyer un virement en dollars à un ami au Pakistan, je dois transiter par les États-Unis. Et donc, les flux font que les différents filtres agissent en amont comme en aval. Donc, en amont, dans la banque qui émet le virement, pour être très pratique, dans la banque qui va émettre les virements entre deux banques, également, ça se passe aux États-Unis pour des raisons de clearing, pour des raisons de compensation, et en aval dans les banques au Pakistan qui sont assujetties à ces filtres. Les banques qui ne respectent pas ces filtres sont exclues du système monétaire international et ne peuvent, quand elles subsistent, faire des opérations que dans une monnaie locale et à travers un système de compensation traditionnel. Et ces banques-là, aujourd'hui, n'existent que dans un certain nombre de pays, et c'est des banques qui sont vouées à la disparition. Tout récemment, il y a eu des listes également d'entreprises et d'organisations qui facilitent également ces transferts de fonds. Et donc, aujourd'hui, le système est parfaitement maîtrisé et verrouillé. Mais il est inefficace parce qu'à la base, ces gens-là ne recourent pas au système bancaire pour transférer les fonds, mais ils recourent à d'autres mécanismes de transfert de fonds. Alors, pour répondre à votre question, je ne suis pas un spécialiste de la France en particulier, mais ce que je sais, c'est que la coopération internationale pour la traque des flux financiers illicites est récente et que malheureusement, par la conclusion de mon ami Sefardine, les terroristes et les criminels ont toujours un pas en avance sur les gouvernements et les États, parce qu'ils n'ont pas les contraintes d'un État ou d'un pays, avec ses lois, avec ses contrôles, avec la machine bureaucratique qui retarde le processus. Alors, je sais qu'au Maroc, les brigades financières existent, elles traquent ces flux. Je pense que ça devient une norme au niveau international. Mais malheureusement, vu le développement du phénomène terroriste, malheureusement, c'est très peu efficace. Comme je vous ai dit, quand on passe d'une cellule isolée en Afghanistan à des cellules opérant dans 25 pays, quelque part, la machine a échoué. Mais ça, à titre anecdotique, c'est qu'il y a d'autres mesures également qui sont prises pour lutter justement ce phénomène. C'est que vous avez dû entendre parler de la probable interdiction des billets de 500 €. Voilà, bon. C'est une excellente chose, mais ça donne beaucoup plus de valeur aux billets de 200.
vous avez évoqué les donateurs des réseaux terroristes en disant qu'on reconnaissait dans les pays donateurs une partie des pays qui luttent officiellement contre le terrorisme. Donc est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails? Vous voulez des noms? Des noms de pays? Oui, par exemple. Moi, j'aimerais bien rentrer chez moi ce soir. Oui. D'accord. En fait, le problème, c'est que vous avez des pays du Golfe qui sont... En fait, les groupes radicaux sont l'émanation idéologique de ces pays. Et donc, souvent, il y a des liens très forts d'un point de vue idéologique et d'un point de vue financier également. Le rôle des États-Unis n'est pas très clair dans le développement, notamment de l'État islamique. Bon, quand on sait que Oussama Ben Laden était l'allié des États-Unis avant de devenir leur ennemi, donc il y a quelque part au moins une collaboration à minima. Certains pays ne contribuent pas directement, mais de par leur position géographique, soit qu'elles ferment l'œil sur des flux financiers qui transent par leur territoire, soit donnent un appui logistique. Et ça aussi, vous n'avez qu'à voir la carte. Vous avez la Turquie, vous avez la Jordanie, vous avez l'Irak, vous avez l'Iran. Et donc ces pays-là ne sont pas neutres dans le développement de la cellule terroriste, parce que chacun pense pouvoir tirer les manettes. Et donc aujourd'hui, le centre de commande de qui se bat contre qui est quelque part dans un fichier sur un ordinateur. Mais chacun finance sa mouvance. Bon, Al-Nusra, c'est la filiale d'Al-Qaïda, l'État islamique, c'était Al-Qaïda avant de s'en séparer. Puis vous avez des groupes qui sont laïcs, mais qui ont des armes. Et donc chacun finance ces groupes en fonction de la position qu'il veut avoir sur la table des négociations, le jour où on aura à discuter de l'avenir de la Syrie. Mais, comme par hasard, les pays qui aujourd'hui se battent contre le Daesh ne sont pas très loin de son financement. Bonjour. Je voudrais savoir si vous pensez que c'est la solution d'avoir... L'année dernière, beaucoup de banques en Angleterre ont fermé les comptes en banque de certaines associations ou d'ambassades, pensant qu'ils favorisaient ces fonds de transfert financier. Notamment, certains bureaux de change aussi n'avaient plus le droit de faire des transferts vers la Somalie, etc. Vous pensez que c'est la solution d'interdire que de vouloir couper ces fonds en pensant que c'est une manière de stopper les financements du terrorisme dans les régions comme l'Afrique de l'Est? Clairement, madame, clairement. Il faut le faire. Maintenant, quand on parle de 50 milliards de dollars par an, je ne vois pas quel impact représentera cette fermeture de quelques bureaux sur le financement global, mais c'est un bon pas, c'est un pas dans le bon sens. Il faut interdire, il faut couper à la base. Maintenant, est-ce qu'on le fait avec le sérieux que ça mérite et systématiquement, ou bien c'est juste des effets de consommation médiatique pour dire voilà, on a fait, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Madame, si on veut lutter efficacement contre ce phénomène, on doit avoir des fermetures chaque jour et les annoncer chaque jour. Aujourd'hui, quand vous fermez 2 ou 3 ici, vous avez 15-20 qui apparaissent de l'autre côté. Et ma crainte, c'est que nous soyons plus dans le champ médiatique que dans la lutte réelle contre le phénomène. La conférence touche à sa fin. Donc on va remercier ces messieurs de nous avoir proposé une conférence de cette qualité.